Alors, bonjour, ici Stéphane Gay. Alors, tel un contrôleur d'aéroport, je vais m'adresser à vous aujourd'hui donc sur le thème de la violence au travail, ampleur et conséquences. Alors, je vais tenter de vous résumer, donc de vous faire un survol des connaissances actuelles qui découlent de la recherche et auprès des travailleurs et sur ces thèmes-là. Donc, et puis, donc, au terme des 30 à 40 minutes, Frédéric prendra le temps de me faire part des questions que vous aurez envoyées via le chat donc à Frédéric durant la durée de la conférence. Alors, donc, n'hésitez pas et je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. Alors, l'objectif des webinaires, bien sûr, est d'informer les représentants de différents milieux de travail, mais également des associations et de nos partenaires, en fait, que sont l'ASTAS, l'APSAM et l'APSAP. Donc, dans un but éventuel, donc, d'aller chercher de nouvelles informations, de nouvelles connaissances et de vous les retransmettre au fil des recherches qu'on va mener au cours des 5 prochaines années. Je parle des 5 prochaines années parce qu'en 2011, nous avons, l'équipe Visage, donc reçu une subvention de recherche pour mener différents projets dans différents milieux. Et donc, une subvention qui s'étend donc sur une durée de 5 ans. Et puis, donc, au terme duquel nous aurons accumulé des données sur les travailleurs victimes de violences graves notamment, et sur l'amélioration en fait de la prise en charge de ces travailleurs-là, de manière à ce qu'ils puissent récupérer plus vite des conséquences de l'événement, mais également donc retourner au travail dans de meilleures conditions. Alors donc, sans plus tarder, je vais débuter la conférence. Alors, nous sommes l'équipe Visage, située au Centre d'études sur le trauma, au Centre de recherche Fernand Séguin. Je prends le temps de nous présenter puisque je sais qu'il y a des nouvelles personnes, en fait, que l'on a aujourd'hui parmi les participants. Donc, je suis le responsable donc, de la programmation de recherche qui nous a été financée donc, par les Instituts de recherche en santé du Canada et plus spécifiquement l'Institut de la santé des femmes et des hommes. Nous sommes une équipe avec plusieurs chercheurs au sein de l'équipe. Je vous ai parlé des partenaires principaux tout à l'heure. Et donc, voilà pour l'équipe Visage. Aujourd'hui, les objectifs de la présentation consistent à parler de différents thèmes, à savoir la définition et les types de violences auxquels nous allons nous attarder au cours de nos projets de recherche et auxquels donc on pourra vous donner des nouvelles connaissances et de nouvelles informations. Les prévalences de différents types de violences dans différents types de milieux ou selon différentes enquêtes également. Les facteurs de risque qui ont pu être identifiés donc au fil des recherches et qui peuvent justement nous aider à cibler soit des facteurs dans les interventions ou encore certains individus plus à risque. Je vous ferai un sommaire des répercussions sur le plan individuel, mais également au niveau du fonctionnement au travail. Et on terminera avec une présentation de ce que l'on connaît à ce jour, en fait, de plus clair sur les différences entre les hommes et les femmes concernant justement les répercussions. Alors, la trame principale de notre programmation vise d'ailleurs à identifier justement les différences et les similitudes entre les hommes et les femmes sur le plan de divers indicateurs, incluant les facteurs de risque, les répercussions, mais également sur les besoins des travailleurs une fois qu'ils ont été victimes de violences et qu'ils nécessitent donc une aide additionnelle. Alors, définition et type de violence. Alors, de façon générale, pour situer tout le monde et nous mettre sur un dénominateur commun, alors la définition auquel
disons, on réfère lorsqu'on parle de violence au travail. Il s'agit de toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Donc, il s'agit bien sûr de cela réfère à plusieurs types de violences, vous vous en doutez. Alors, on va aller voir justement donc, de quel type de violence il peut s'agir. Alors, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur justement la catégorisation des différents types de violences au travail. Alors, c'est important de faire cela pour savoir justement donc à quel type on s'adresse exactement, puisque vraiment chacune d'elles a des caractéristiques très différentes. Alors, tout d'abord, il y a, en termes de premier type, on parle de la violence qui est reliée à la perpétration d'un crime par un étranger ou un inconnu. On parle d'un crime étant un acte violent dans ce cas-ci. Donc, il peut s'agir effectivement, par exemple, d'un col bleu qui, durant ses fonctions, se fera agresser par un passant sur la rue. Il y a le deuxième type qui est la violence reliée aux usagers ou aux clients. Donc, il s'agit de personnes qui, à toute fin pratique, utilisent les services d'une organisation, d'une entreprise et qui vont commettre donc des gestes de violence auprès des employés de cette organisation-là. Ensuite, le troisième type réfère à la violence reliée aux collègues, donc ou par les collègues. Ce type de violence-là concerne davantage ce qu'on appelle la violence psychologique ou harcèlement psychologique ou sexuel que la violence physique, qui est davantage commis dans le cas des types 1 et 2, à savoir les étrangers ou encore les usagers ou les clients. Et enfin, il y a le cas de la violence organisationnelle, qui est un type de violence davantage systématisée. On en a eu, c'est plus difficile à déceler. Ceci dit, on a eu peut-être un exemple un peu plus flagrant au cours de la dernière année, alors qu'en France, dans une certaine organisation, donc on a appris en fait qu'il y avait justement une sorte de procédure en fait pour mener au burn-out, donc les cadres de cette organisation-là. Alors donc, on peut voir ici qu'il s'agirait d'une violence plus organisationnelle. Dans le cadre de notre équipe et de des projets qui font partie de notre programmation de recherche, nous portons notre attention tout particulièrement sur ce que nous avons, nous, qualifié d'actes de violence grave. Au départ, on se questionnait à savoir si c'était seulement que de la violence physique et donc dans les faits, ce n'est pas que de la violence physique. Et en fait, certaines données des recherches qu'on a déjà faites nous indiquent qu'effectivement, ce ne sont pas que les agressions physiques qui sont des événements perturbants pour les travailleurs. Mais donc, ce qui sous-tend les actes de violence grave, ce sont des actes qui peuvent notamment induire donc une lésion psychique ou encore une lésion physique et de type notamment stress post-traumatique, par exemple. Mais ça peut être d'autres types de problèmes ou de réactions qui sont engendrés. Ceci dit, donc, on a convenu que au-delà de la violence physique, il y avait également donc les menaces de sévices, de blessures ou encore des menaces de mort ou encore le fait d'être témoin de ces actes. Alors ici, vraiment, c'est là où on voit où notre expertise en tant qu'équipe de recherche vient, disons, jumeler donc certains critères qui font partie du DSM dans le cas de la définition de ce qu'est un état de stress post-traumatique. Et on sait très bien, de par l'expertise qu'on a, que le fait d'être témoin de certains actes de violence peut s'avérer être tout aussi perturbant et poser un risque, en fait, important de développer un stress post-traumatique chez les gens donc, qui en sont témoins.
Alors, des exemples d'événements de violence grave, un infirmier agressé physiquement par un patient, une enseignante qui reçoit des menaces de mort par un étudiant, ou encore une caissière qui est victime d'un vol à main armée. Alors, on pourrait évidemment nommer vraiment beaucoup plus d'exemples, mais donc on réfère ici à toute forme d'agression physique, sexuelle, de vol ou tentative de vol qualifié, de meurtre ou tentative de meurtre, de menace de sévices, et le fait d'être témoin de l'un ou l'autre de ces actes. Alors, au niveau de la prévalence de ces différents actes de violence que l'on qualifie de graves, donc il y a quand même un certain nombre de recherches qui peuvent nous éclairer donc sur la fréquence de ces gestes-là dans le milieu de travail, notamment au Québec et au Canada. Alors, au Canada, à titre d'exemple, donc ce qui nous permet de nous renseigner sur la prévalence de la violence au travail, c'est ce qui s'appelle l'enquête sociale générale, qui est menée à différents intervalles de temps par Statistique Canada, à savoir aux 4 ans, par exemple, et dans lesquels, donc, cette enquête-là fait, donc, examine dans un échantillon de citoyens canadiens représentatifs de la population, donc un ensemble d'indicateurs de santé, incluant le fait d'avoir été victime d'actes criminels donc, au cours des dernières années. Et donc, à l'intérieur de cette enquête-là, on demande également donc, où sont survenus les actes de violence ou les actes criminels. Et donc, ça nous permet d'identifier un certain nombre de personnes pour lesquelles les actes subis ont été subis donc en milieu de travail. Alors donc au Canada, donc lors de la dernière enquête qui nous permet de faire une estimation de l'exposition des citoyens donc à des actes de violence en milieu de travail, donc elle remonte à 2004, et on a pu réaliser dans le cadre de l'enquête que 17% de l'ensemble des actes criminels avec violence, donc, et qui répondent donc aux critères de nos actes de violence grave, étaient survenus dans le cadre des fonctions au travail. Alors, donc, il s'agit donc tout près d'un acte criminel sur 5. Et lorsqu'on fait une estimation du nombre réel que ça représente, donc on parle de 356 000 actes de violence grave, donc survenus au travail dans le cadre d'une année. Au Québec, donc, il y a une enquête qui a été faite plus récemment, donc auprès d'un échantillon représentatif de travailleurs, donc spécifiquement au travail, et qui révèle que donc il y a eu donc en 2007, donc dans le rapport qui a été publié en 2011, donc une incidence de 69 000 travailleurs qui auraient été exposés à de la violence physique au travail. Au Québec, donc, on sait que de façon générale, donc il y a quand même moins de 5% des travailleurs donc, qui sont victimes de violences physiques au cours d'une année. Donc, c'est tout de même pas un phénomène répandu. Et évidemment, il y a certaines catégories d'emplois qui sont plus à risque, et c'est ce qu'on va voir donc un petit peu plus tard. Lorsqu'on essaie de voir quelles sont les caractéristiques des actes vécus, donc selon Statistique Canada, donc on réalise que dans la grande majorité des cas, ce sont des voies de fait. Alors, on réfère ici donc à toute forme de gestes physiques posés contre un individu qui vont évidemment de la gifle au coup de poing, etc. Et donc, il y avait quand même un pourcentage quand même important également d'agressions sexuelles, donc qui avait été posé dans le cadre de ces actes-là et qui avait été rapporté en fait par les gens qui ont été sondés donc dans l'enquête. On voit également que, bien qu'il s'agisse d'un phénomène plus rare, il y a quand même un certain nombre important d'homicides qui sont commis donc dans le cadre des fonctions. Et puis, en termes d'homicides, ça représente vraiment un pourcentage assez important des homicides commis au cours d'une année, notamment dans le cas des femmes. Donc, évidemment, l'homicide étant l'extrême de violence, là, lorsqu'on parle d'actes de violence grave.
dans le cas des actes violents commis, donc l'agresseur s'avère être dans un tiers des cas, donc un étranger, donc un individu qui n'a aucun lien donc avec le travailleur, qui est un inconnu, donc qui tombe dans la catégorie 1 si on vient donc au type de violence tout à l'heure, alors que 67% donc serait une personne connue de la victime. Et donc, dans 18% des cas, il s'agirait d'un collègue, 38% un patient, un client ou un ancien collègue, et 11% pardon, une personne connue, soit un membre de la famille, un ex-conjoint, un ami, etc. Donc, assez diversifié en termes disons, de caractéristiques d'agresseurs. Ceci dit, on voit tout de même que la majorité donc, tomberait dans la catégorie de violence de type 2 tout à l'heure, soit par un client ou un patient. Sur le plan des affaires, donc il y a certains profils en fait qui ressortent, certaines caractéristiques, donc on poursuit dans cette veine-là. À savoir que dans 46% en fait des affaires de violence répertoriées, donc il y aurait eu l'agresseur aurait été perçu comme étant sous l'effet d'une substance. Et donc, dans un cas sur 5, donc, il y avait l'usage d'une arme. Alors, vous voyez que l'usage d'une arme n'est pas absolument pas majoritaire. Donc, la plupart des cas donc, étant faits probablement avec autre chose qu'une arme ou un main-nue. Dans 93% des cas, il y avait un seul agresseur, donc rarement y avait-il un groupe rassemblé ou organisé qui commettait ces gestes-là. La plupart du temps, l'agresseur donc était de sexe masculin et dans un peu plus de la moitié des cas, donc l'individu avait moins de 35 ans. Concernant le signalement à la police, qui est une question qui est posée évidemment lorsqu'on fait, disons, une étude sur les actes criminels, bien que dans le cadre du milieu de travail, ça puisse, je dirais, la culture organisationnelle puisse être très différente d'une organisation à une autre. Alors, on voit tout de même qu'il y a 37% des incidents qui auraient été signalés à la police. Et il semblerait que les affaires qui impliquent donc des travailleurs hommes étaient davantage susceptibles d'être signalées que celles impliquant des femmes. Possiblement parce que les gestes commis envers les hommes seraient possiblement plus graves lorsqu'on parle d'intensité de la violence qu'envers les femmes. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. En conséquence, évidemment, lorsque ces gestes-là surviennent en milieu de travail, très souvent, il peut y avoir donc une demande d'indemnité, en fait, qui soit faite ou rapportée, en tout cas, à l'employeur et subséquemment à la CSST. Et donc, ce qu'on voit, c'est que parmi les types de lésions associées à la violence physique en milieu de travail, donc on voit que 35% donc, auraient causé une lésion de nature psychique et la majorité de cette lésion-là tomberait en fait sous la catégorie choc nerveux ou encore état de stress post-traumatique. Mais on voit que ça peut causer aussi d'autres types de lésions qui ont pu être diagnostiquées chez les travailleurs. 63% auraient causé donc une lésion de nature physique, donc causée par des morsures, des coups, viols, voies de fait, par des personnes, des actes violents, ou encore après avoir été frappé par un objet. Alors tout à l'heure, on va voir que les coûts associés, donc les coûts en fait pour la CSST associés à ces deux types de lésions-là, varient somme toute assez grandement. Donc on verra tout à l'heure. Alors, dans le cadre des études, il a été possible de répertorier un certain nombre de facteurs de risque de violence physique ou grave, donc qui ressortent comme étant associés. Alors, on va regarder quelques-uns de ces facteurs-là. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques du travail, le Centre canadien d'hygiène et de santé et sécurité au travail donc, a pu répertorier en fait un certain nombre de facteurs qui, pour eux, constituent donc des facteurs de risque en termes de caractéristiques du travail. Alors, le fait de travailler seul,
Donc, il peut s'agir de gens qui travaillent dans le domaine des transports, qu'il s'agisse de chauffeurs d'autobus, chauffeurs de taxi, ou encore peut-être d'intervenants psychosociaux ou en santé qui vont se déplacer donc à domicile. Donc, plusieurs possibilités là, au niveau des catégories d'emploi. Le fait de travailler avec le public et tout particulièrement, en fait, travailler avec le public dans le sens où il y a des situations de tension qui peuvent être associées. Alors, il peut s'agir évidemment de conflits, par exemple, avec un patient, mais il peut s'agir également, par exemple, d'un chauffeur d'autobus qui va demander à un passager qui n'a pas payé son passage, donc de venir payer. Alors, vous voyez ce genre de tension qui peut naître donc entre le travailleur et le patient ou le client qui fait usage du service. Il y a également la manutention d'argent, l'objet de valeur ou substances contrôlées. Donc, on peut parler par exemple en pharmacie, on peut parler évidemment de commerce, notamment de type dépanneur, de type station-service, où évidemment les vols à main armée sont plus fréquents. Donc, du travail en dehors des heures d'affaires, donc évidemment un peu plus en soirée, et notamment dans les débits d'alcool, où là, ça peut être, le risque peut être plus élevé. Et lieu de travail mobile, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de ces travailleurs qui sont appelés à se déplacer ou encore que leur emploi leur demande tout simplement de conduire, d'être conducteur d'un véhicule. Au niveau des types d'occupation, donc de façon un petit peu plus précise, selon Statistique Canada, donc il semblerait que donc les hôpitaux, les prisons et les centres de réhabilitation, ici au Québec, on peut penser au centre jeunesse, seraient donc parmi les milieux les plus à risque et avec un risque moindre les restaurants ou les bars. Ensuite, au niveau du secteur d'emploi, donc on parle évidemment conséquemment du secteur d'assistance sociale ou de services de soins de santé. On parle également du secteur de l'hébergement ou de la restauration et le secteur de l'enseignement. J'ajouterais à ça, et peut-être que la catégorie n'était pas clairement identifiée, je ne m'en rappelle pas exactement, mais le secteur des transports fait très certainement partie des secteurs à plus haut risque de violence. Certaines contraintes psychosociales donc, ont également été identifiées, donc des contraintes psychosociales qui peuvent être associées évidemment au stress au travail, à l'épuisement professionnel, mais donc, et c'est pas clair si ces contraintes-là constituent en fait des causes ou des conséquences de la violence au travail, donc il faut le prendre vraiment comme des facteurs associés. On parle ici d'un plus faible degré de reconnaissance au travail qui serait associé donc avec la violence physique subie, déséquilibre entre l'effort et la reconnaissance, manque de moyens pour faire un travail qualifié, l'impossibilité de modifier la cadence dans le cadre de ses fonctions et également donc un rapport défavorable entre le niveau de tension au travail et le degré de soutien. Alors donc, ces facteurs-là sont ressortis comme étant associés à la violence. Alors peut-être que des études longitudinales nous permettront de savoir s'il s'agit réellement de causes ou d'effets ou de facteurs associés tout simplement. Au niveau du travailleur, donc, il ressort encore une fois de l'écotest, en fait, qui a été réalisé ici au Québec, donc un ensemble de caractéristiques qui rend les travailleurs plus susceptibles d'être victimes de violences physiques au travail. Donc, le fait d'être âgé entre 25 et 34 ans, le fait d'être plus instruit, plus scolarisé, d'être un salarié syndiqué, non cadre, de travailler dans le secteur public ou parapublic, et de façon parmi les catégories donc, que l'écotest avait utilisées pour identifier les types ou les caractéristiques des travailleurs. Donc, pour les femmes, on parlait d'ouvrières qualifiées et pour les hommes, donc de semi-professionnels techniciens. Alors, voilà en termes des caractéristiques des travailleurs qui peuvent effectivement mettre ces gens-là plus à risque de subir de la violence physique. Alors, au niveau des répercussions, donc on parle évidemment de différents types de répercussions qui vont
des répercussions psychologiques aux répercussions sociales et physiques. Ces répercussions-là peuvent très certainement interagir ensemble et exacerber, je dirais, l'effet négatif global de la violence physique grave au travail. Alors, on va regarder donc les caractéristiques qui ont pu être identifiées. Ceci dit, je vous dirais que bien qu'on ait, évidemment, il y a des choses qui paraissent évidentes, puis pour lesquelles on a également des évidences claires de la littérature en termes de répercussions. Par contre, comment ces répercussions-là interagissent ensemble, ça, c'est moins connu. Et disons qu'il y a beaucoup de recherches qui seront nécessaires pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne donc l'évolution de ces répercussions-là dans le temps en fonction du sexe et du genre des individus. Alors donc, au niveau des répercussions, on parle selon différents rapports et études qui ont été réalisées. Donc, au niveau des répercussions psychologiques, on parle de possibilités davantage d'épuisement professionnel et de détresse psychologique élevée chez les travailleurs qui ont été victimes de violences physiques au travail, plus d'anxiété et de dépression liées à l'emploi, un risque accru de développer un état de stress post-traumatique, qui, par définition, donc, s'avère être le trouble le plus susceptible d'être associé à l'exposition à un acte de violence grave ou physique et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, s'avère être l'un des plus fréquemment associés. Alors, et qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle d'état de stress post-traumatique, on parle essentiellement de trois types de symptômes ou trois types de réactions, disons, qui constituent ce diagnostic-là ou ce trouble de santé mentale-là. On parle de l'impression de revivre constamment l'agression. Donc, le fait d'y repenser, le fait que ressurgissent des images de l'agression, donc de façon involontaire, et que ces images-là ou ces pensées-là causent beaucoup de détresse donc, aux travailleurs. L'évitement des stimuli associés, alors la crainte de retourner sur les lieux de l'incident, la crainte de reparler de l'événement, d'y repenser, et tout ça, évidemment, dans une perspective où ça génère beaucoup de détresse et, de façon logique, les êtres humains nous souhaitons éviter ce genre de choses-là. Alors donc, l'évitement devient, disons, on va dire un réflexe naturel, mais également, c'est un facteur de risque, en fait, de développement de stress post-traumatique chronique à plus long terme et qui peut engendrer de grands coups. Il y a également toutes les formes d'activation chronique du système nerveux qui peuvent découler de l'exposition à un événement, en fait, qui a mis en danger notre intégrité physique ou qui nous a menacé de mort, clairement. Et donc, parmi ces réactions-là, donc on parle ici de difficultés de sommeil, on va parler... tout à l'heure, j'ai passé tout droit sur les cauchemars, mais l'impression de revivre constamment l'agression, les cauchemars font partie de cela. Alors, si je reviens à l'activation chronique du système nerveux, donc je parle de difficultés de sommeil, d'hypervigilance, de difficultés de concentration, d'irritabilité. Alors, évidemment, je dirais que ces deux derniers types de réactions-là peuvent évidemment avoir d'autant plus de conséquences au niveau du travail qui demandent un degré de concentration et d'interaction adéquat aussi avec des clients ou des patients. On a, nous, ici, déjà réalisé quelques sondages dans différents milieux de travail, l'équipe Visage, et on a trouvé, en fait, que, par exemple, ici, dans un hôpital psychiatrique, par exemple, ou encore dans un milieu des transports de chauffeurs d'autobus, qu'il y a vraiment un nombre très substantiel d'individus qui vont vivre l'une ou l'autre, ou l'ensemble, en fait, de ces réactions-là. Et on parle souvent de façon partielle, là, qui vivent une ou deux ou trois de ces réactions-là. Là, on parle de pourcentage d'environ 30 à 40 minimalement chez les travailleurs qui ont été agressés dans le cadre de leur travail. Alors, il s'agit bien évidemment de conséquences qui peuvent avoir, disons, des retombées négatives sur le plan du travail. Et on note aussi que, évidemment, les gens vont être appelés éventuellement à aller chercher des services et donc la consommation de psychotropes associée au besoin de pouvoir soulager ces symptômes-là ou ces réactions-là s'avère important. Et donc, clairement, une plus grande consommation de psychotropes
chez les travailleurs qui ont été victimes de violences comparativement à ceux qui n'ont pas été victimes de violences. Ensuite, au niveau des répercussions sociales et professionnelles, bon, on parle, parmi ceux qui ont été victimes d'actes de violence, on parle de plus faible qualité de vie rapportée, un taux de satisfaction par rapport à son emploi plus faible, une baisse de productivité, de plus faibles performances professionnelles, du présentéisme, donc à savoir des gens qui vont tout de même aller travailler, mais qui ne seront pas, vont être présents physiquement, mais absents mentalement, ou enfin dont le fonctionnement sera diminué sur ce plan-là. Et à cet effet-là, en termes d'absentéisme, par exemple, lorsqu'on regarde donc les données de la CSST pour l'année 2007, donc on voit que parmi les travailleurs qui ont été victimes de violences et pour lesquels il y a eu une lésion psychique qui a été acceptée par la CSST, alors on voit que pour plus de 57% de ces lésions acceptées, bien, ça a conduit à une absence de 90 jours ou moins. Mais par ailleurs, pour 18% donc des lésions acceptées, ça a conduit à une absence qui va de 1 à 2 ans. Alors, on voit que les lésions psychiques peuvent conduire à des absences au travail prolongées. Et lorsqu'on regarde en moyenne, donc parmi ceux pour lesquels qui ont eu une lésion psychique acceptée, donc en 2007, au Québec, il s'agissait en nombre là, de 642 cas. Donc, en moyenne, l'arrêt de travail a duré 159 jours. Alors, à titre comparatif, dans le cas d'une lésion physique, on parle donc d'une durée moyenne d'absence au travail de 61 jours, donc ce qui s'avère beaucoup moins long. Alors, ça a, vous vous en doutez, des conséquences au niveau des coûts associés à l'indemnisation du revenu de ces travailleurs-là. Au niveau des répercussions physiques, donc il peut y avoir évidemment mis à part les blessures qui peuvent faire l'objet de traitements médicaux. On voit que au niveau de la santé générale, les personnes vont considérer leur état de santé général beaucoup plus négatif, de façon significativement plus négative que les gens qui n'ont pas été victimes de violences, sont plus à risque de développer des troubles musculo-squelettiques, des troubles de sommeil et également des problèmes gastriques. Donc, ça fait, je dirais, le tour ou une synthèse des principales répercussions. Maintenant, lorsqu'on regarde au niveau des différences hommes-femmes, disons, additionnelles ou complémentaires qui peuvent nous aider à mieux circonscrire les conséquences, en fait, la prévalence et les conséquences. Alors, donc, il y a un certain nombre d'études qui se sont penchées sur cette question-là et qui indiquent que les hommes et les femmes, en fait, seraient exposés donc à une fréquence ou à un niveau de violence relativement similaire. Et en fait, il s'agit ici d'une étude de Tragno, mais l'étude de Statistique Canada nous révélait un résultat similaire. Cependant, les femmes il y avait plus de femmes en général qui sont affectées par une lésion psychique, donc selon les données de la CSST en 2007, et physique également, mais dans une moindre mesure relative. Donc, c'est quelque chose qui est cohérent avec ce que l'on sait, disons, des conséquences des actes ou des événements traumatiques là, en lien avec l'état de stress post-traumatique. Et donc, ça va tout à fait dans le même sens. Au niveau de la forme et des types de violence et des secteurs d'emploi, donc en fait, on constate que les femmes âgées entre 45 et 49 ans étaient donc la tranche d'âge la plus représentée parmi les personnes pour lesquelles une lésion psychique a été acceptée par la CSST en 2007. Au niveau des types de violence, on se rend compte que les travailleuses seraient davantage victimes d'agressions verbales que physiques.
Et donc, cela étant davantage également atteinte de lésions psychiques que physiques. Puis au niveau des secteurs d'emploi, là, on voit que les hommes infirmiers en milieu psychiatrique sont plus à risque d'être exposés à la violence et que les femmes dans le milieu de la santé subissent proportionnellement plus de violence de la part des patients et clients. Il y a beaucoup de recherches qui sont encore à faire pour mieux circonscrire en fait les secteurs d'emploi à risque en lien avec le sexe et le genre. Et évidemment, la culture des milieux doit être prise en compte. Alors donc, lors d'un prochain webinaire, dont je vais vous parler tout à l'heure, on vous expliquera justement un peu plus quelles sont les caractéristiques du genre à tenir compte lorsqu'on étudie ce phénomène-là, donc en fonction de cette variable-là. Au niveau des facteurs de vulnérabilité, donc comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les femmes sont plus à risque en général de développer un état de stress post-traumatique de façon plus précise. Peu importe l'événement traumatique, elles sont 2 fois plus à risque que les hommes, mais elles sont également plus à risque de développer une dépression majeure ou encore d'autres formes de manifestations de stress aigu qui peuvent aller de problèmes psychosomatiques jusqu'à même alors d'autres problèmes psychiques de type trouble d'adaptation, par exemple. Donc, voilà ce que l'on sait à ce sujet-là. Je suis maintenant prêt à prendre connaissance des questions que vous auriez pu avoir durant la présentation. Alors, il y a une question qui nous a été posée. Donc, lorsque vous utilisez le terme grave, il me semble que cela banalise les violences de type psychologique et le harcèlement psychologique. Qu'en pensez-vous? Bien, possible que dans l'appellation, donc ça ait cet effet-là. Ceci dit, il est fortement recommandé, en fait, d'étudier ces 3 phénomènes-là, en fait, séparément. Donc, puisque, notamment au niveau par exemple, du harcèlement psychologique, donc celui-ci, les causes du harcèlement peuvent être très différentes, en fait, des causes de la violence grave ou physique, mais en fait, on utilise grave et non physique parce qu'on veut ne pas exclure donc le fait d'être témoin et le fait également de subir des menaces. Et au fil des résultats des sondages qu'on a fait, on a également découvert d'autres types de violences, en fait, qui paraissent, disons, dérangeantes ou perturbantes. On fait d'autres actes, devrais-je dire, et comme par exemple le fait de se faire cracher dessus. Alors donc, quelque chose qui peut survenir dans différents milieux, on a pu le constater donc au niveau des chauffeurs d'autobus, mais également au niveau des travailleurs de la santé. Alors donc, le but n'est évidemment pas de banaliser le harcèlement psychologique ou sexuel, mais il est fortement recommandé, notamment par d'autres chercheurs qui œuvrent dans le domaine au Québec, pour ne pas nommer M. Michel Vézina, par exemple, que ces phénomènes-là doivent être étudiés séparément du fait que les causes sont différentes, mais également que les conséquences puissent différer également. Donc ça, c'est une première partie de réponse. La deuxième partie, c'est que nous, comme équipe ici, donc on se spécialise en fait sur les actes qui sont potentiellement traumatiques pour les individus. Et donc, le harcèlement psychologique et sexuel n'en font plus ou moins partie, pratiquement pas. Alors, pour nous, c'était donc, le risque étant moins élevé, donc on souhaitait plutôt s'attarder donc au comportement de violence physique et les autres types de menaces, ou le fait d'être témoin, et de manière à améliorer la prise en charge des travailleurs qui seraient à risque justement de développer des séquelles post-traumatiques, ce qui tombe vraiment dans notre domaine d'expertise. Donc, voilà. Alors, bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, bien, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et puis on espère vivement que vous allez continuer à participer à nos prochains webinaires. On vous tiendra au courant sans faute. Et puis, bien, au plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée.